Aujourd'hui, on va débunker 7 idées reçues sur l'obésité grâce à des études scientifiques. Allez, c'est parti. On a une mèche là, comme ça, qui a décidé de tomber alors qu'elle n'a rien à faire. Voilà, merci. Être métisse, le rêve. Super chiant, on a plein de textures de cheveux ridicules. Bref, c'est la 3e fois que je tourne cette vidéo. J'en ai un peu marre, mais je vais essayer d'aller droit au but. Je vous ai déjà proposé une vidéo similaire par le passé sur les idées reçues sur l'obésité. Malheureusement, évidemment, j'ai eu des commentaires très désobligeants qui me traitaient d'affabulatrice ou autre. Naïvement, je pensais que comme je vivais l'obésité au quotidien, j'étais bien placée pour parler de mon quotidien, justement, et pour expliquer ce que on vit vraiment en tant que gros. Et dans les commentaires, j'étais vachement remise en question, et on remettait en question ma bonne foi. Ce qui m'avait vraiment choquée, parce que la plupart des gens qui parlaient étaient minces, et n'étaient pas docteurs, ou n'avaient aucune notion médicale, et se permettaient de dire que ce que je disais était forcément faux. Et donc ça faisait un petit moment que j'avais envie de revenir avec une vidéo qui était appuyée par des faits scientifiques, par des études scientifiques, pour vous dire, preuve à l'appui, tenez, voici ce que dit la science sur le truc. Il y a ce que vous croyez savoir, ce que vous croyez être de la science, et il y a ce que disent les études scientifiques. Et je pense que c'est vraiment très important d'en parler ensemble et de chercher à comprendre vraiment comment fonctionne l'obésité si on veut la combattre efficacement. Tant qu'on ne comprendra pas correctement l'obésité, on ne saura pas la combattre. Et on se rend bien compte que s'en prendre au gros n'est pas efficace. Donc parlons clairement d'obésité et essayons de débunker correctement les idées reçues par rapport à l'obésité. Je me permets de faire un petit disclaimer en vous disant que je me casse les pieds à faire une vidéo. Cette vidéo représente déjà plusieurs jours de travail, donc je ne lirai pas et je ne répondrai pas. D'ailleurs, je vais avoir tendance à supprimer les commentaires dans lesquels la personne n'a pas vu la vidéo jusqu'au bout. On oublie trop souvent que si la liberté d'expression existe, elle existe aussi pour les créateurs de contenu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne prends pas la peine d'écouter ce que j'ai à te dire, je vais pas prendre la peine, moi non plus, d'écouter ce que tu as à me dire. Voilà. C'est trop facile de ne pas s'écouter les uns les autres et de rester avec ses idées. Donc j'ai pris la peine de travailler sur cette vidéo. Je te demande de prendre la peine de regarder la vidéo jusqu'au bout. Le disclaimer étant fait, passons au vif du sujet. Première idée reçue, l'obésité ne cesse d'augmenter. C'était vrai jusqu'à il y a quelques années, mais les derniers relevés nous expliquent que de 2015 à 2020, en fait, le pourcentage de personnes en surpoids a diminué de 2 points, ce qui n'est pas rien. Hein, rendez-vous compte, en 5 ans, ça a diminué de 2 points, c'est beaucoup. Et l'obésité reste stable. Ça, c'est une énorme avancée qu'il faut applaudir des deux mains. Ce qu'on observe aussi, c'est que le surpoids est très représenté chez les hommes, mais moi je pense sincèrement que c'est à cause ou grâce à l'explosion de la musculation et des exercices physiques, parce que on voit très bien que les hommes sont beaucoup plus costauds physiquement, voilà, ils sont beaucoup plus forts qu'il y a 10 ans ou 20 ans, parce que tout simplement il y a eu le développement de la musculation et du coup les mecs sont globalement un peu plus costauds. Et comme l'obésité, le surpoids est calculé avec l'IMC, qui est lui-même calculé avec le rapport entre la taille et le poids, et ben forcément il ressort que les hommes sont surreprésentés en surpoids, mais je pense sincèrement qu'il y a un vrai lien avec ça. Clairement le changement qu'il y a eu ces 10 dernières années, c'est vraiment ça, quoi. En revanche, en ce qui concerne l'obésité, c'est là que les femmes sont plus représentées que les hommes, et ça c'est ma lecture, je vous le dis entre parenthèses, je pense que c'est aussi beaucoup lié aux problèmes hormonaux, type ovaire polycystique par exemple, mais aussi lié au TCA, parce qu'on sait que l'un des TCA qui est très représenté dans l'obésité, c'est la boulimie hyperphagique. Malheureusement, les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes. S'il se pouvait que personne ne soit touché, ce serait encore mieux, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Donc tous ces chiffres viennent du compte Amélie, c'est-à-dire de la sécurité sociale. Donc on est sur une étude scientifique inattaquable, hein. On est sur du officiel là. Hein. Ensuite, deuxième idée reçue, l'obésité est due à un excès de nourriture et à une carence en exercice physique.
Encore une fois, on se rend compte que c'est faux. Selon l'INSERM, qui est le seul organisme public dédié à la recherche française, entièrement dédié à la santé humaine, les causes de l'obésité sont tellement multiples qu'en fait, on ne sait pas vraiment à quoi elles sont dues d'un individu à l'autre. C'est-à-dire que ça peut être une cause pour un individu et une cause totalement qui n'a rien à voir avec un autre individu, mais la nourriture n'est pas toujours, voire rarement, le problème. Du coup, on parle de sédentarité, certes, de changement d'alimentation aussi, mais il y a aussi les prédispositions génétiques, l'environnement, l'horloge biologique, le stress, le microbiote intestinal aussi, c'est hyper intéressant, la prise de médicaments, les facteurs prénataux, les maladies mentales, par exemple la dépression ou les TCA. On se rend compte que ces maladies mentales-là sont surreprésentées chez les obèses. Bref, c'est multifactoriel. En fait, ils ont fait un schéma et les facteurs qui causent l'obésité ressemblent à ça. On est d'accord que c'est un peu plus compliqué qu'une assiette bien remplie, non? Troisième idée reçue, l'obésité est due à la qualité de la nourriture qui est plus grasse et plus sucrée qu'avant. En fait, là, ce que je vous propose, tout simplement, c'est de s'appuyer sur l'étude d'Amélie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et tout simplement de faire preuve de bon sens. Depuis 1997, l'obésité a explosé en France et a été multipliée par 4. Depuis 1997. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà amusé à regarder les tableaux de nutrition, d'apport nutritionnel des céréales par exemple, des années 90 et ceux d'aujourd'hui. Bah là on est même plus, enfin ça n'a plus aucun rapport. Les canettes de Coca, c'est pareil, les canettes sont beaucoup moins sucrées. Globalement, les aliments sont beaucoup moins sucrés et gras qu'il y a 25 ans. C'est un fait. En fait, je me suis rendu compte tout simplement en allant dans le garde-manger de mes parents et en trouvant une vieille canette de Coca toute pétée. Et je l'ai comparée à une canette neuve et je me suis rendu compte qu'on a beaucoup moins de sucre en fait. Et ça a été pareil pour les céréales, des vieux céréales, des vieux Malpops. Enfin voilà, franchement, il y a vraiment une grosse différence. Si l'hypothèse selon laquelle l'obésité était due à une qualité nutritionnelle qui est moins bonne qu'avant, en fait, ça devrait être l'inverse. Mais là, on voit que les aliments transformés, du moins, sont de meilleure qualité que les aliments d'avant. Donc forcément, il y a d'autres facteurs. Quatrième idée reçue, et ça pour moi c'est l'une des plus importantes, pour sortir de l'obésité, il faut faire des régimes. Alors là, les études scientifiques sont sans appel, c'est faux, archi faux. On observe que 95% des régimes finissent par un échec et une reprise de poids au bout de 2 ans. Mais pire, les régimes favoriseraient la prise de poids. Et ça s'explique par un mécanisme en 4 points. Et je vous ai mis 2 vidéos qui expliquent ce mécanisme point par point. Ce sont 2 vidéos qui ont été faites par un vulgarisateur en psychologie. Je vais vous résumer ces vidéos, mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai mis en description. Alors, le premier point, c'est que contrôler sa bouffe fait plus bouffer. En fait, il y a une étude très simple qui a été faite et on a pris 2 populations différentes. Une population de personnes qui n'ont jamais fait de régime et une population de personnes qui sont au régime. On a pris la population qui n'a jamais fait de régime, on l'a coupée en 2. On a proposé à une partie de cette population un milkshake avant de lui proposer des glaces à volonté. On a pris une population à qui on n'a pas donné de milkshake et à qui on a quand même proposé des glaces à volonté. Sans surprise, ceux qui n'ont pas eu de milkshake ont mangé beaucoup plus de glace que ceux qui avaient eu le milkshake avant. Ensuite, on a pris la population qui était au régime et on a fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on l'a coupé en 2 et on a donné à une partie un milkshake avant de lui donner des glaces à volonté et à l'autre partie aucun milkshake et des glaces à volonté. Et bah étonnamment, c'est la population qui n'a pas eu de milkshake avant de manger ses glaces qui a mangé le moins de glaces. La partie à qui on avait donné un milkshake avant à défoncer les glaces. Et la déduction qu'ont fait les scientifiques de cette étude, c'est que à partir du moment où on est au régime, une fois que la digue saute, c'est la bérésina, on mange plus que ce qu'on a faim. Et ça s'explique peut-être par le deuxième mécanisme qui fait que les régimes ne fonctionnent pas, c'est que les règles alimentaires a tendance à dérégler le corps, qui ne saura plus t'alarmer quand il a assez mangé. À partir du moment où tu lui imposes des règles et que tu ne l'écoutes pas, eh ben, tu ne pourras plus lire ton corps pour savoir quand tu as suffisamment mangé, par exemple. Exemple,
Tu as une soirée raclette, tu te pètes le bide, t'as picolé, t'as mangé, t'as passé une très bonne soirée. Le lendemain, tu n'as pas du tout faim. Si tu écoutes ton corps, tu vas tout simplement pas manger le lendemain matin et peut-être pas le lendemain midi. Tu vas laisser ton corps un peu se reposer. Mais si tu lui imposes des règles et que tu te dis 3 repas par jour, eh ben, tu vas t'imposer de manger alors que tu n'as plus faim. Et comme ça, tu vas dérégler ton corps et donc tu vas beaucoup plus manger que si tu écoutais ton corps. Le troisième mécanisme qui explique pourquoi la restriction alimentaire était vouée à l'échec, en fait, c'est que on s'est rendu compte que le plaisir était intimement lié à la satiété. Plus tu prends du plaisir à ce que tu manges, plus vite tu vas être rassasié. C'est la raison pour laquelle, quand tu es au régime et que tu manges des choses que tu n'aimes pas, bah, tu as tendance à manger beaucoup plus pour être rassasié. C'est le même mécanisme quand tu manges, par exemple, avec quelqu'un ou devant la télé. Comme tu n'es pas focus sur ce que tu manges et que tu ne prends pas forcément beaucoup de plaisir, tu es moins vite rassasié. Enfin, le dernier mécanisme qui fait échouer les régimes, c'est ce qu'on appelle kilo émotionnel, la bouffe émotionnelle. En fait, le vulgarisateur nous explique bien ce que je vous ai déjà dit plein de fois. En fait, c'est à peu près bullshit parce que à moins d'avoir un TCA, on éprouve tous plus ou moins de plaisir en mangeant. Et donc, quand il nous arrive quelque chose de pas chouette, on a tous plus ou moins le réflexe de manger quelque chose qui va nous faire plaisir, ou alors on fait la même chose quand on a quelque chose à fêter. Et ça, c'est quelque chose de totalement normal. Et là, maintenant, je vais mettre en action tous ces mécanismes et vous allez mieux comprendre pourquoi les régimes sont voués à l'échec. Comme tout le monde, que tu sois au régime ou pas, il va y avoir des moments où tu vas avoir besoin de réconfort. Et donc, tu vas craquer. Mais comme tu as contrôlé ta bouffe pendant des jours, des semaines, voire des mois, une fois que tu auras craqué, tu vas tout péter. Et comme en plus, tu as observé des règles alimentaires pendant des jours, des semaines ou des mois, ton corps ne sait plus te dire quand il a faim ou quand il n'a plus faim. Tu vas manger encore plus. Et enfin, comme tu es dans la culpabilité, tu ne ressens pas du plaisir. Donc tu vas encore plus manger. Et donc tu vas encore plus culpabiliser, donc tu vas avoir encore plus besoin de manger pour te réconforter. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est l'éclat. Et c'est bien pour ça que ce qui est plus dur dans les régimes, ce n'est pas de se mettre au régime et de tenir son régime. Ce qui est plus dur, c'est de s'y remettre après avoir craqué. Et ce n'est pas une question de volonté. Notre cerveau et notre corps sont faits pour tendre à ça. En fait, c'est tout simplement un mécanisme qui nous vient de l'époque où il y avait encore des famines. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'époque où on a suffisamment à manger pour tout le monde, et encore, bon, en Occident, on va dire, on va parler de l'Occident, et encore, on ne parle pas, par exemple, des personnes qui sont sans abri et qui ne mangent pas forcément tous les jours à leur faim, mais bon, bref. On va parler pour voilà, la plupart des gens en Occident qui ont un toit sur la tête et qui ne manquent de rien. Et ben, cette sécurité alimentaire-là, elle n'existe pas depuis longtemps, en fait. À l'échelle de l'histoire humaine, ça, c'est infime. Donc, notre corps n'a pas encore intégré le fait qu'il n'a pas besoin de faire des réserves. Donc, c'est quelque chose de totalement physiologique, en fait. Ça sert à rien de s'en vouloir et ça sert à rien de s'en prendre au gros. Ça sert à rien de s'en prendre aux gens qui n'arrivent pas à tenir leur régime. C'est normal. Cinquième idée reçue, les gros sont responsables de leur état. En fait, comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, il existe un schéma qui nous explique tous les facteurs qui rentrent en jeu quand il s'agit de l'obésité et les facteurs qui sont dus à la personne même. Ils sont vraiment infimes dans toute cette jungle de facteurs. En plus, si on considère que l'obésité est une maladie, eh ben, on ne peut pas dire aux obèses qu'ils sont responsables de leur maladie. Soit ils sont malades, soit ils ne le sont pas. Quand tu vois un mec qui a un cancer des poumons, tu vas pas lui dire qu'il est responsable de sa maladie. Il a un cancer, point. C'est pareil pour les obèses. Et encore, comme je vous le disais dans l'introduction, depuis 5 ans que je fais ce métier, souvent dans les commentaires, on me dit que soit je suis de mauvaise foi, soit que je suis une idiote. Je vous ai même fait une vidéo qui dénonce cette façon de remettre en question la parole des gros. Mais j'ai trouvé une source super intéressante qui nous explique le biais cognitif qui pousse à rejeter les arguments scientifiques qui dédouanent les obèses de leur état pour protéger leurs craintes. À partir du moment où on accepte que les gros ne sont pas entièrement responsables de leur état, ça veut dire que potentiellement, demain, ils peuvent être gros, devenir gros. Et ça, c'est quelque chose qui leur fait peur. Donc, ils préfèrent continuer de penser qu'ils ont la main mise et qu'ils contrôlent leur poids, ce qui est faux. Factuellement, c'est faux.
Scientifiquement, c'est faux. Donc, je vous mets un article super intéressant en description qui nous explique en fait pourquoi on a tendance à incriminer les victimes. Et cet article parle en particulier des victimes d'agression AIL. Je peux pas dire le mot, mais t'as compris. Donc, je m'excuse, je sais que il n'y a pas beaucoup de rapport entre l'un et l'autre, mais juste, on voit que c'est exactement le même mécanisme. Donc, j'utilise cet article pour ça. Mais évidemment, j'ai conscience que ce n'est pas la même chose. Idée reçue numéro 6. Le body positive encourage l'obésité. Encore une fois, je vous ai fait toute une vidéo sur la question, donc je vous invite à la regarder. Et puis, il y a aussi Léa Chouet qui a fait une vidéo sur la question. Donc pareil, je vous la mets en description pour que vous puissiez la voir. En fait, les choses, elles sont simples. On voit que non seulement les régimes ne sont pas efficaces, mais en plus, ils font le plus souvent prendre du poids. La plupart des obèses que je connais, si c'est pas tous les obèses que je connais, sont devenus obèses à force de faire des régimes. C'est l'effet yo-yo qui les a fait de plus en plus grossir. Et d'ailleurs, moi, j'ai arrêté de prendre du poids à partir du moment où j'ai arrêté de faire des régimes. Donc, être body positive et pousser les gens à accepter leur corps ne les pousse pas à faire des régimes. À partir du moment où on aide les femmes à s'aimer et à s'accepter comme elles sont, l'obésité recule. D'ailleurs, à mon avis, la raison pour laquelle l'obésité s'est stabilisée et le surpoids a diminué entre 2015 et 2020, c'est justement grâce à l'apparition du mouvement body positive. J'en suis intimement persuadée. Il doit y avoir d'autres raisons aussi, mais à mon avis, le body positive doit peser lourd dans la balance. Puis surtout, la grossophobie, ça crée un stress, ça crée des dépressions, ça crée des TCA. Et on l'a vu plus tôt dans cette vidéo, tout ça, ce sont des facteurs qui font rentrer dans l'obésité. Donc, pas de grossophobie, de la bienveillance envers nos corps, égale moins d'obésité. Septième et dernière idée reçue, les gros dépensent plein de thunes en bouffe. Alors ça, c'est lunaire. Les chiffres sont clairs et il n'y a aucun débat possible là-dessus. Je vous ai fait toute une vidéo pour vous l'expliquer en long, en large et en travers. Les gros sont surreprésentés dans les populations à revenus modestes. Ce qui signifie, en termes crus, que les gros sont pauvres. Et vraiment, c'est sans appel. Je vais me servir tout simplement de la vidéo que j'ai fait comme source parce que cette vidéo est sourcée avec des chiffres officiels. Donc, je vais pas m'embêter, je vais pas me casser les pieds plus que ça. Je vais juste sourcer cette vidéo pour que vous ayez voir les sources que j'ai utilisées pour la vidéo. Mais clairement, les gros n'ont pas de thunes. Et à moins qu'il s'agisse de boulimiques hyperphages, ils n'ont pas énormément d'argent à dépenser dans la nourriture. Et c'est d'ailleurs un des facteurs qui fait que l'obésité augmente, parce que la pauvreté augmente, tout simplement. Et vous me direz, tu as déjà fait une vidéo sur ça, t'as peut-être pas forcément besoin de le rappeler dans cette vidéo-là. J'avais envie de rajouter quelque chose parce que quelqu'un m'a dit dans les commentaires que, par exemple, acheter des matières premières et les transformer soi-même coûtait moins cher que d'acheter des produits transformés. En plus, cette personne a utilisé l'exemple des chips. C'est l'exemple parfait pour moi parce que on a deux produits qui ne sont pas chers, effectivement, à acheter. Sauf que une entreprise industrielle qui va acheter des pommes de terre, de l'huile et du sel pour faire ses chips, va en acheter en beaucoup plus grande quantité que toi, petit particulier. Ce qui fait que cette entreprise va pouvoir te les vendre beaucoup moins cher que si tu les avais faites toi-même. Et j'avais envie de vous citer cet exemple parce que ça m'a sauté aux yeux cet été. Mes parents sont allés chez Grand Frais et ils ont ramené des fruits rouges et notamment des myrtilles. Je leur ai dit, avant j'adorais les myrtilles, je ne sais pas pourquoi depuis quelques années je les aime plus. Et j'ai mis la myrtille dans ma bouche et j'ai fait, oh c'est trop bon. Et là j'ai compris pourquoi je n'aimais plus les myrtilles. C'est parce que j'avais pris l'habitude de les acheter chez Lidl. Et pardonnez-moi, mais les myrtilles de chez Lidl n'ont rien à voir avec les myrtilles de chez Grand Frais. Et d'ailleurs, ça justifie bien le prix des myrtilles de chez Grand Frais. Du coup, je me suis fait une petite expérience. J'ai pris des fruits et légumes chez Lidl, puis je les ai pris chez Grand Frais. Alors, on a un écart quasiment qui tout doux en prenant les trucs chez Grand Frais. Mais alors, au niveau de la saveur des aliments, rien à voir. Comment vous voulez que des personnes en surpoids, qui n'ont pas d'argent, kiffent manger des fruits et légumes si les fruits et légumes auxquels ils ont accès n'ont pas de goût, ne sont pas bons? Du coup, je peux vous assurer que les gros ne mettent pas beaucoup d'argent dans leur nourriture et c'est parfois le problème.
Du coup, c'était les 7 idées reçues que j'avais envie de débunker grâce à la science. Vous allez me dire, mais du coup, il n'y a pas de solution contre l'obésité. En fait, si, on a quelques pistes. J'ai commencé à vous en donner une déjà. La première piste qu'on a pour lutter contre l'obésité, c'est tout simplement déjà de chercher à arrêter de prendre du poids, c'est-à-dire donc arrêter les régimes. Alors je sais que c'est totalement contre-intuitif et que ça va à l'encontre de ce que tout le monde dit, et de ce que beaucoup de médecins racontent et tout. Mais clairement, quand il s'agit d'obésité, l'urgence principale, c'est d'éviter que la personne continue à prendre du poids. Et pour ça, il y a une solution très simple, c'est d'arrêter les régimes. Alors, je ne dis pas qu'après, il faut se lâcher sur la bouffe et tout. Mais quand tu arrêtes d'être en restriction alimentaire, tu vas tout simplement arrêter de te baffrer parce que tu anticipes le moment où tu ne pourras plus manger tel ou tel aliment. À partir du moment où tu sais que tu as ça ou ça dans ton placard et que tu peux manger à n'importe quel moment, il suffit de le décider, eh ben tu vas beaucoup moins manger. Moi par exemple, ça a été le cas avec la pâte à tartiner. Quand j'étais plus jeune, on n'avait pas le droit d'avoir de la pâte à tartiner chez moi. Plus tard, j'ai compris que c'est parce que ma mère avait tendance à tomber dedans, du coup, c'était interdit à la maison. Mais ce qui faisait que j'étais privée de pâte à tartiner. Et puis, quand j'ai quitté la maison, mon ex, enfin mon mec de l'époque, du coup, adorait la pâte à tartiner. Il y en avait toujours à la maison. Et autant au début, je pétais le pot, autant au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'on achetait beaucoup moins de pâte à tartiner parce qu'on en mangeait beaucoup moins qu'avant. Tout simplement parce que à partir du moment où mon cerveau a compris qu'il avait à volonté de la pâte à tartiner, ben il a arrêté. Et c'est à peu près pareil pour toute la bouffe. Ah oui, je devais vous faire une vidéo sur l'alimentation intuitive. Je sais pas si c'est nécessaire en fait, s'il faudrait que je vous fasse un bilan. Mais bon, ça fait 1 an que je fais la nutrition intuitive. Et je peux vous dire que déjà, premièrement, je n'ai plus jamais eu de crise hyperphagie. Parce que j'avais ce problème, c'est que dès que je me mettais au régime, j'avais des crises d'hyperphagie dès que j'étais seule. Donc là, j'en ai plus, vraiment plus aucune. Et au contraire, même quand il y a des trucs que j'aime et tout, j'arrive à me dire non, c'est bon, j'ai assez mangé. Bon, des fois non, hein, des fois c'est des trucs que je mange rarement, donc je vais aller jusqu'au bout. Mais concrètement, maintenant, dès que j'ai plus faim, j'arrête de manger. Et ça fait que je ne prends plus de poids. Je fais vraiment plus attention à mon poids. Et pourtant, je crois que j'ai perdu 2 kilos la dernière fois que je me suis pesée. Donc ça, c'est la première piste. Et la deuxième piste, c'est que on dit souvent que pour perdre du poids, il faut moins manger, enfin restreindre son alimentation et faire du sport. Si le fait de moins manger est totalement contre-productif, eh bien peut-être qu'on peut utiliser l'aspect sportif, et c'est plus ou moins vrai. C'est-à-dire que les chercheurs se sont rendus compte que si on fait du sport, le corps va avoir tendance à contrebalancer, à par exemple pousser à plus manger ou à stocker plus de calories. En revanche, on s'est rendu compte qu'à partir de 3 à 4 heures de sport par semaine, le corps n'arrive plus en fait à faire cette contrebalance et du coup on commence à perdre du poids. Et c'est la raison pour laquelle, vous vous souvenez quand j'ai perdu mes 10 kilos sans le faire exprès, c'est parce que tout simplement je faisais mes 3 heures voire 4 heures d'aquafitness toutes les semaines et du coup j'avais perdu 10 kilos comme ça sans le faire exprès. C'est pour ça. J'essaye de me remettre à l'aquafitness. C'est pas évident parce que le seul centre qui fait de l'aquafitness à côté de chez moi, enfin il y en a 2, mais c'est de l'aquagym, donc j'aime pas trop ça. Moi mon truc c'était l'aquaboxing et l'aquajumping aussi, j'aimais beaucoup. C'était des sports où tu te dépensais énormément et c'est ce que j'aimais. Donc voilà, mais j'ai quand même envie de m'y remettre, donc on va faire ça. Du coup voilà, c'est les pistes que je peux vous donner et en tout cas c'est les pistes que j'ai commencé à observer et donc sur moi ça fonctionne pas mal. Donc bah il manque plus qu'à voir si sur vous ça va fonctionner aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est hyper important parce que bon, voilà, il faut qu'elle tourne cette vidéo. Il faut vraiment que le message passe. Et bah moi, je vais en rester là et je vais vous faire plein de gros bisous. Bye bye.